Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'Italie est un pays brisé économiquement et moralement. Au niveau du cinéma, sur les 772 films que le pays a produits entre 1930 et 1943, une centaine peut être considérée comme film de propagande pour le régime de Mussolini. Pour le reste, ce sont des comédies plutôt légères, considérées comme le mouvement dit des téléphones blancs, montrant le luxe et la vie bourgeoise italienne. Contrairement aux autres pays européens, comme la France, où les cinéastes et les types de films après la guerre restent inchangés, en Italie, un groupe d'artistes va lui se révéler pour changer les choses et montrer ce qu'est vraiment devenu le pays à travers un mouvement, le néoréalisme italien. Comme je viens de vous le dire, le néoréalisme existe en réponse au changement politique du pays. Il est donc par nature considéré comme un mouvement social. Plus tard, en 1955, le critique italien Carlo Lizzani définit le mouvement comme mouvement général d'un groupe d'artistes vers la découverte humaine et spirituelle de notre pays. Et c'est exactement ce qui va se passer. Les réalisateurs vont aller à la rencontre de la vraie vie italienne de l'époque, surtout chez les classes les plus pauvres, et montrer à quel point l'après-guerre devient le cauchemar de leur quotidien à travers leurs problèmes de vie. Ils vont surtout briser en éclats l'illusion qui était au centre des films des téléphones blancs, et ainsi dire adieu à la prospérité bourgeoise montrée à l'écran. On peut déjà trouver les prémices de ces idées avant le début du mouvement avec le film « Les enfants nous regardent ». Tourné en 1943 par Vittorio De Sica et scénarisé par Cesare Zavattini, le film nous présente un couple en perdition, et face à eux, leur fils qui souffre de la situation. Même si le film ne coche pas toutes les cases, le couple provient d'un milieu plutôt aisé, contrairement au futur film, il pose certaines des caractéristiques importantes. Le but étant de présenter la vie quotidienne par la non-présence de stars ou encore l'utilisation de décors naturels. Zavattini est d'ailleurs l'un des piliers du mouvement, ayant scénarisé une grande partie des films de l'époque. On parle même de théorie zavattinienne. L'idée que la caméra se met au service de la réalité, ne pas inventer une histoire s'inspirant de la réalité, mais de raconter la vérité comme une histoire. Pour résumer, nous avons donc le côté social du mouvement dans le fond, avec les thématiques fortes. La dénonciation du fascisme, dans Rome ville ouverte ou Pescia, le chômage dans les villes, comme dans Le voleur de bicyclette ou Schiusia, les problèmes à la campagne, comme dans Riamer, la détresse des personnes âgées, comme dans Umberto D, la condition de la femme, dans Chronique d'un amour. Mais c'est aussi appuyé dans la forme, avec les caractéristiques suivantes. Budget limité, film muet puis utilisation de la post-synchro, décor réel, acteurs non professionnels, utilisation de l'improvisation et des dialogues simples, sans oublier l'absence d'effets visuels au niveau du montage. Pour servir ce renouveau du cinéma vérité, instauré par Dziga Vertov dès les années 1910, 3 grandes figures du mouvement ont travaillé sur les œuvres les plus représentatives du néoréalisme. Tout d'abord Roberto Rossellini, l'aventurier du mouvement, qui lui ne calcule pas, car il veut capturer l'instant, la fragilité et la puissance du moment unique. Il n'a pas de scénario précis, mais des idées qu'il veut mettre en place. Rome ville ouverte, qui est considéré comme le premier film du mouvement, représente le mieux la complexité de ces tournages. Manque de pellicule, prise unique, impossibilité de voir les rushs pendant le tournage. Il réussit cependant à faire ce qu'il veut, filmer la souffrance du peuple, et il donne à son film une symbiose parfaite entre la petite histoire de ses personnages et la grande histoire de la guerre. Il restitue ce qu'il filme au rythme de la vie qui avance à l'écran. Ensuite, Luchino Visconti, le perfectionniste du mouvement. Il est à l'exact opposé de Rossellini en termes de méthode de travail. Il tourne lentement, 7 mois pour La Terre tremble,
et il prépare ses tournages via des storyboards minutieux. Il utilise les gens sur place comme acteurs, les laissant parler dans leur propre dialecte, même si c'est parfois incompréhensible pour d'autres Italiens. Cependant, il fait faire beaucoup de répétitions à ses acteurs avant de prendre une prise unique, comme un direct. Pour finir, Vittorio De Sica, déjà cité plus tôt, le poète du mouvement. Il filme des situations anodines, mais les transforme pour les rendre d'une richesse narrative et authentique, en montrant le désespoir de l'homme, comme dans Le voleur de bicyclette, qui est une humiliation d'un père face à son fils, ou la solitude d'un vieil homme dans Umberto D. Il répond le plus à l'esprit zavatinien, que chaque moment porte le même poids de richesse, le banal n'existe pas. Malgré un succès critique international, appuyé par des récompenses prestigieuses, Oscar du meilleur film étranger pour Le voleur de bicyclette, Grand Prix au Festival de Cannes pour Rome ville ouverte, les films ne remplissent pas les salles. Et le cinéma italien continue à produire des films grand spectacle qui marchent. De plus, dès 1948, la politique de gauche perd les élections, et la démocratie chrétienne va essayer de faire barrage aux sujets sociaux des films, entraînant une mutation du mouvement vers le néoréalisme rose. Cela oblige les réalisateurs à faire des comédies ou des films moins pessimistes, utiliser des happy endings et le rire pour décrire les problèmes sociaux du pays, répondant de manière plus juste aux attentes des spectateurs, ce qui amorcera les débuts du genre des comédies à l'italienne. C'est Giuseppe De Santis, en 1980, dans La Repubblica, qui résume au mieux cette fin tragique du mouvement. Le néoréalisme n'est pas mort de mort naturelle. C'est un assassinat d'État, des campagnes de presse extrêmement violentes et bien orchestrées, des pressions en tout genre, une certaine production rose et rassurante. Et sur beaucoup de plans, la gauche a aussi sa part de responsabilité. Elle n'a pas compris l'extraordinaire force de cet instrument qu'était le cinéma et les fruits qu'il aurait encore pu donner.